14 sur 15 des membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont dénoncé l'utilisation de la famine comme arme de guerre à Gaza, tous sauf un, les États-Unis d'Amérique. Un silence, une ligne rouge vient d'être franchie. Ce n'est plus un désaccord diplomatique, c'est un séisme dans l'ordre mondial. La famine, pourtant, est interdite par le droit international. Elle est considérée comme un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Mais elle semble à présent être utilisée comme une arme stratégique acceptable. Dès lors qu'elle sert les intérêts des puissances, et le Conseil de sécurité censé garantir la paix et protéger les civils devient le théâtre d'un effondrement moral et juridique du droit international. Le droit humanitaire devient une option, le veto devient une arme et le monde, lui, regarde l'échiquier international. Madame, monsieur, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre comme chaque soir sur l'échiquier international. Dans les prochaines minutes, nous allons donc décrypter le refus ou l'abstention américain quant à la déclaration du Conseil de sécurité déplorant l'utilisation de la famine comme arme de guerre à Gaza et appelant à un cessez-le-feu immédiat. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir sur mon plateau de Mohamed Benkhrouf, professeur universitaire et expert en questions internationales. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Et nous avons également le plaisir d'être accompagnés depuis Alger par téléphone ou par duplex de Mehdi Bourkouama qui est politologue. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans plus attendre, je commence avec vous, monsieur Benkhrouf. Alors, est-ce qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet finalement? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de redéfinir ce que peut être un crime de guerre ou il y a un genre de crimes de guerre qui sont acceptables aujourd'hui? Parce qu'on l'a vu, il y a eu beaucoup de veto à la mise en place d'un cessez-le-feu à Gaza, quant à la condamnation de l'entité sioniste ou des dirigeants de l'entité sioniste comme étant des criminels de guerre. Et finalement, est-ce que autrement, si la famine à Gaza aujourd'hui est tolérable puisqu'elle sert des intérêts géopolitiques fondamentaux pour les États-Unis et sa politique étrangère? Écoutez, les États-Unis aujourd'hui sont en face de leurs responsabilités historiques, ainsi que le monde qui a soutenu ce génocidaire à commettre cette atrocité envers le peuple palestinien. Ce peuple palestinien qui a subi ce colonialisme depuis 1948 et ces grandes puissances qui l'ont installé dans cette région-là et qui ont, en observant qu'ils bafouent les lois et le règlement international, le droit international, et qui avaient une carte blanche de mener cette guerre, ce génocide à terme. C'est la raison pour laquelle des résolutions des Nations Unies ont été, 4 de 5 résolutions qui ont été voué à l'échec par le veto américain, qui a encouragé justement ce sioniste Netanyahou d'aller jusqu'au bout de sa démarche coloniale, d'aller jusqu'au bout dans cette guerre, j'allais dire, qui n'est pas équilibrée entre deux États, entre deux armées, mais c'est une agression flagrante aujourd'hui que commet cette entité sioniste envers les Palestiniens et qui est cautionnée par cette communauté internationale qui est censée justement faire garantir au peuple démuni leurs droits en gardant leur indépendance et le droit fondamental justement de vivre dignement dans son pays, chacun dans son pays. Alors qu'aujourd'hui, la communauté internationale est départagée par ce qui se passe. Aujourd'hui, ces pays qu'on appelle les pays occidentaux, déclarant préservateurs des droits de l'homme et sur la première institution mondiale qui est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est censée de faire justement respecter le droit international, de protéger les populations en détresse. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a deux images ou un pays qui fonctionne à deux vitesses. Derrière, on dit que les États-Unis ainsi que les Européens ou les pays occidentaux qui sont aujourd'hui garants du droit international, mais sur le terrain, c'est autre chose, c'est une carte blanche qui est donnée à Netanyahou, au criminel Netanyahou et son gouvernement, d'aller jusqu'au bout par l'extermination du peuple palestinien en utilisant toutes les méthodes
que l'histoire humaine n'a pas enregistré depuis peut-être la Deuxième Guerre mondiale. Justement, cette organisation des Nations Unies qui est installée pour éviter justement la répétition flagrante de ce génocide humain. Aujourd'hui, l'agression de la Palestine ou de Gaza qui a dépassé toutes les lignes rouges. Et aujourd'hui, on parle de génocide qui a été perpétré par Israël, mais pas uniquement par Israël et justement ses alliés. Et ce qui est gravissime dans cette affaire-là, c'est que les Occidentaux ont réussi à départager le monde arabe qui était uni au départ pour justement défendre la cause palestinienne. Aujourd'hui, le monde arabe est divisé plus que jamais par deux ou par trois. On trouve aujourd'hui ces pays arabes, ce sont eux qui financent cette guerre atroce contre le peuple palestinien et qui portent aussi une part de responsabilité dans ce génocide qui est perpétré contre les Palestiniens. Quand on voit des images des peuples en Europe, dans le monde entier, notamment au Japon, qui ne reconnaît pas l'État d'Israël, mais le peuple japonais s'est levé comme tous les peuples du monde pour dire stop à ce génocide-là, parce que le Japon avait connu la bombe atomique. Aujourd'hui, ce qui est lâché sur le territoire de Gaza est multiplié par 10 ce qu'avaient connu les Japonais. Donc ces séquelles psychologiques sont toujours présentes et aujourd'hui, la vérité, elle est connue par les peuples du monde entier que c'est une agression génocidaire perpétrée sur le peuple palestinien qui est démuni aujourd'hui après les bombes qu'on avait lâchées. On a essayé et on continue toujours à faire fonctionner ce projet-là, de faire sortir les Gazaouis de leur territoire. Et ça, c'est une étape dans ce projet-là que mènent Netanyahou et ses alliés. Très bien, mais justement, les peuples aujourd'hui se sont mobilisés pour porter la voix des Palestiniens, pour mettre aussi un terme à ce cycle de lutte anticoloniale et en finir avec la question décoloniale. Je viens vers vous, Monsieur Mehdi Bourkouama. On va s'intéresser à presque ce match finalement. Hier, au Conseil de sécurité, il y a eu 14 sur 15 des pays membres, je le disais dans l'introduction, qui ont décidé de dénoncer collectivement le génocide contre Gaza, mais aussi de déplorer la famine comme étant une arme de guerre. Si on s'intéresse à ce 14 contre 1, Monsieur Mehdi, est-ce que finalement on peut déduire que le Conseil de sécurité a des soucis à se faire aujourd'hui si une seule puissance, avec un droit de veto, peut freiner des résolutions? Ou est-ce qu'il faut voir finalement, il n'y a qu'un seul pays qui a voté contre, les États-Unis en l'occurrence, est-ce qu'il faut voir là un isolement diplomatique des Américains? Et quelle lecture faites-vous justement de ce 14 contre 1? La lecture qu'il faut faire, il faut bien voir que le système international et surtout l'ONU a été créé après la Deuxième Guerre mondiale et ça reflète là ce qui se passe finalement dans le système international et de ces institutions internationales. Il faut révéler qu'en 2022, lors de la guerre d'Ukraine et ce qui s'est passé aussi avec Tofel Aqsa en 2023, on voit que l'ONU est incapable depuis les 60 dernières années de résoudre un conflit sur le plan international. Par contre, le Conseil de sécurité a été fait par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et les États-Unis est toujours dans la logique d'une unipolarité qui était après la fin de la guerre froide. Maintenant, parce que ce qui se passe dans le monde, on parle maintenant plus de changement, mais de bouleversement international et comme vecteur essentiel d'une variable, c'est la géopolitique. On voit que les États-Unis essayent toujours de faire de l'entité sioniste sa base avancée au Moyen-Orient pour des enjeux territoires et des enjeux géopolitiques. Alors là, les États-Unis, ce qui reflète ce vote-là, reflète que les États-Unis essayent toujours d'accentuer son hégémonie, surtout avec l'élection de M. Trump, où il a dit que les États-Unis est grande et qu'elle devra dominer. Maintenant, c'est l'approche hégémonique des États-Unis. Il faut revenir à la doctrine qui mène les États-Unis, surtout de Trump, c'est
les néoconservateurs, les néo-réalistes qui vont direct, ils vont admettre qu'il y a une hégémonie américaine. C'est pour ça que ce vote reflète que les États-Unis essaient toujours que sa décision passe au niveau international. Monsieur Mehdi, vous êtes justement en train de parler de ceux qui ont conduit aujourd'hui Trump à la tête des États-Unis. Ça a été beaucoup plus des conservateurs qui sont pour l'America First. Et Donald Trump fait partie de ces gens qui ont mis en avant cette America First. Et l'idée qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille vers des relations beaucoup plus saines, enfin pas saines, mais des relations où les États-Unis ne dépensent plus en armes de guerre, ne dépensent plus en guerre, mais gagnent en argent. Parce que faut-il toutefois signaler que les États-Unis ne gagnent plus des guerres aujourd'hui? Non, les États-Unis n'ont jamais. Il faut bien le rappeler que les États-Unis n'ont jamais gagné aucune guerre depuis les années 60. Par contre, elle essaye toujours d'en tirer profit des changements géopolitiques au niveau international. Et maintenant, ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, ça date pas d'aujourd'hui, mais depuis 2001, avec la guerre d'Afghanistan, après 2003, l'Irak, les changements géopolitiques de système qui sont passés 2011, la Syrie, tout ce qui est passé avec, soi-disant, le printemps arabe qui n'a pas été aussi printemps. Alors maintenant, ce qui se passe au niveau de géopolitique, les États-Unis essayent d'en tirer profit. Et maintenant, il faut le signaler, le Moyen-Orient est devenu un enjeu des forces et des puissances qui se font par. Il y a les anciennes pays colonisateurs comme la France et la Grande-Bretagne, il y a de nouveaux acteurs maintenant au Moyen-Orient. C'est pour ça que chacun essaie de se positionner. Et les États-Unis s'accartent au Moyen-Orient. Il faut le rappeler que c'est l'entité sioniste, c'est une affaire de géopolitique. Il faut revenir au livre de Brzezinski, l'Euroasie. Il dit celui qui tiendra le Moyen-Orient détiendra la sécurité internationale, les intérêts internationaux, c'est un problème. Il faut toujours avoir l'approche géopolitique, ce qui se passe au Moyen-Orient. Et c'est pour ça, malheureusement, ce qui se passe à Gaza, maintenant, on parle plus de génocide, mais il y a une volonté réelle de l'entité sioniste, c'est l'extermination du peuple palestinien. Je pense que l'épuration ethnique du peuple palestinien est mise en place depuis la Nakba. Je viens vers vous, monsieur Ben Khourouf. Alors, est-ce que finalement, aujourd'hui, on peut dire que la stratégie sioniste basée, donc, comme vient de le dire monsieur Boukhawama, est basée donc sur le siège total, la privatisation des Palestiniens, la destruction soutenue, l'annihilation du peuple palestinien, l'épuration du peuple palestinien, est simplement tolérée par Washington comme étant un scénario de guerre moderne capable d'être exporté demain? Est-ce que finalement Gaza aujourd'hui ne sert pas de laboratoire de guerre? Affirmatif, justement, ce qui a été lancé dans le projet même de constitution de cet État. Au départ, en 1948, donc la création de l'État d'Israël était un État fonctionnaire, justement, qui est mis entre les mains de l'Occident pour préserver les intérêts de l'Occident. À l'époque, c'était la Grande-Bretagne, mais que les États-Unis qui ont pris le relais tout de suite après. Et ce soutien indéfectible de toute cette institution occidentale à Israël de mener son projet jusqu'au bout. Aujourd'hui, je pense qu'il est flagrant à le signaler que, comme l'a bien dit notre interlocuteur tout à l'heure, que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais gagné aucune guerre. Pourquoi? Parce que les guerres qui sont menées par les États-Unis sont menées à l'extérieur de ces territoires géographiquement et avec le financement d'autres pays. Aujourd'hui, il est flagrant, d'après la dernière sortie de Trump dans la région du Golfe, qu'il a récolté justement des sommes importantes, des sommes colossales pour financer cette guerre qui était menée par les États-Unis, il faut le dire aujourd'hui clairement comme ça, parce que sans le soutien des États-Unis, soit par l'envoi des armes ou logistique ou autre, l'Israël n'aura jamais osé à commettre ces génocides et justement défier la communauté internationale, défier aussi le règlement international, défier aussi les droits internationaux. Aujourd'hui, qui est justement, ils avaient cette carte blanche qui est donnée par les États-Unis, même si les États-Unis essaient de montrer à notre visage, mais ce sont eux qui ont ouvert la voie à Israël et à Netanyahou en particulier de mener ce projet jusqu'au bout. Parce que les intérêts des États-Unis justement et la communauté occidentale se basaient en particulier sur le soutien indéfectible de l'État d'Israël. Aujourd'hui, les États-Unis sont en face de leurs responsabilités historiques, mais aujourd'hui, la société américaine
la société civile américaine est en train de bouger, de demander à l'administration américaine de faire attention. Elle est en train de jouer avec le feu parce que cela peut se retourner contre l'administration américaine. On l'a vu quand la guerre qu'elle a menée contre l'Irak, les mensonges médiatiques à l'époque, que l'Irak est détentrice de l'arme atomique, ben, tout ça c'était faux. Donc qui est responsable aujourd'hui? C'est l'administration américaine qui continue toujours à fonctionner avec deux vitesses, une qui cautionne justement cet État voyou d'Israël, qui est même contesté par l'intérieur d'Israël. Aujourd'hui, il y a des voix qui se sont levées de l'intérieur de la société israélienne pour dire que ce projet-là que mène Netanyahou est dangereux pour l'État d'Israël et dangereux aussi pour les pays du Golfe, entre parties, quand il est sorti, sa dernière sortie médiatique, pour dire que l'État d'Israël ne se limite pas à Gaza, mais bien loin de ça. Et bien, c'est un projet de colonialisme qui est soutenu par les grandes puissances, et cela est gravissime sur le plan international. Aujourd'hui, ce monde-là qui connaît une division, qui est en train de se reconstituer à nouveau, parce qu'il y avait deux mondes avant, le monde occidental et la Chine, la Russie, et après l'effondrement de l'URSS. Donc il y a des transformations géopolitiques. Aujourd'hui, il y a un autre monde qui est en train de se créer, parce que ce monde monopolaire a échoué de faire respecter le règlement et le droit international. Et aujourd'hui, cette tragédie connaît le territoire de Gaza qui s'étale sur 365 km, donc qui connaît la guerre et le bombardement, l'utilisation des armes interdites par le droit international, le forcing des populations à sortir de Gaza, et cela est contrairement au droit international. Aujourd'hui, on parle de la famine, on parle d'une autre étape pour forcer ce peuple justement à partir de Gaza et conclure la colonisation de la Palestine et se propager justement jusqu'à l'Égypte et jusqu'en Arabie Saoudite. Très bien. Monsieur Bouqawama, je viens vers vous. Justement, Monsieur Ben Khorouf, ici présent sur le plateau, a parlé de cette fameuse fiole de Colin Powell en 2003. Si on revient au droit de veto américain, d'ailleurs même l'invasion de l'Irak a été faite sur un mensonge historique et à l'encontre de l'avis du Conseil de sécurité. Si on revient sur l'ensemble des vétos qu'a opposé les Américains pour protéger l'entité sioniste, on peut parler notamment du veto de 2004 s'opposant au mur de la honte en Cisjordanie occupée. On peut aussi parler du fait que les États-Unis ont empêché la punition de l'entité sioniste dans le cadre d'une offensive menée à Gaza en 2009. On peut aussi parler du fait que les États-Unis ont opposé leur droit de veto contre la reconnaissance de l'État de Palestine en 2011, sans parler de l'ensemble des droits de veto qui ont été mis en place depuis le début du génocide à Gaza en octobre 2023. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on est en train d'assister à une mise en place de l'impunité étape par étape, et cette impunité, si elle ne s'arrête pas, quel est le rôle du Conseil de sécurité aujourd'hui ? Bien sûr, si vous parlez maintenant de ce qui se passe depuis 2023 avec ce qui se passe au niveau de la Palestine occupée, en Cisjordanie avec les colonies, aussi le génocide qui est en train d'être perpétré à Gaza, c'est l'effondrement de l'ONU et même du droit international, parce que finalement le droit international et tous les principes de démocratie et de droits de l'homme sont appliqués juste pour les Occidentaux et non pas pour les qui ne sont pas occidentaux. Parce que maintenant, dans les livres et dans les études, on parle d'Occident, du Sud global. Et le Sud global, c'est nous, c'est l'Afrique, l'Asie et même le Moyen-Orient. C'est là qu'on voit la logique maintenant. Finalement, c'est tout ce qui a été construit depuis 1990 sur l'idéal de démocratie, de droits de l'homme, des institutions, de l'ONU, du Conseil de sécurité. Finalement, aujourd'hui, on voit que dès qu'il y a les intérêts du lobby sioniste et de l'entité sioniste et des Américains, il y a un arrêt total, il y a une double on parle de double standard. Finalement, le standard qui est utilisé avec la guerre d'Ukraine et ce qui se passe à Gaza est très différent. C'est pour ça aujourd'hui, tout ce qui est crédibilité de l'Occident, à leur tête les États-Unis, est en net recul. Et surtout l'espoir avec Tof al-Aqsa. Il faut le rappeler que depuis Tof al-Aqsa, il y a un changement d'éducation politique et même de culture politique au niveau des nouvelles élites
en Occident, des États-Unis et même d'Europe. On a vu l'année passée les étudiants qui sont sortis pour défendre la cause palestinienne. Et ça commence à faire craindre les élites, les nouvelles élites politiques qui viendront d'ici 10 ans, 15 ans, qui porteront cette cause palestinienne. Et c'est là la peur de l'entité sioniste et aussi du lobby sioniste qui est très présent dans les médias et dans les rouages du système politique américain. C'est pour ça qu'on essaie rapidement de bâcler le dossier palestinien et de mettre, et tout va pour l'extermination de cette cause, pour régler ça, parce que les nouvelles générations commencent à parler de la cause palestinienne et l'entité sioniste et ses lobbies sentent le danger par le changement de la culture politique vis-à-vis de la cause palestinienne. Bien, on continue justement sur cette lancée et M. Bourama a parlé du Sud global. Est-ce que ce refus des États-Unis est un message très fort au Sud global? Parce faut-il toutefois signaler que le Sud global, beaucoup de pays dans le Sud global appellent à la réforme des institutions des Nations Unies, appellent à la réforme des institutions de Bretton Woods qui sont tout aussi violentes à l'encontre des peuples. Est-ce que quand les États-Unis refusent de marcher avec le droit international mis en place depuis 1941, elle envoie un signal fort au Sud global pour lui demander de se soumettre ou d'attendre d'être le prochain pays sur cet échiquier du chaos et de la destruction? Le refus de l'administration américaine de se soumettre au droit international qu'elle a elle-même constitutionnalisé, elle-même institutionnalisé avec les pays... Mais il faut préciser quand même que les États-Unis défendent le droit international sans pour autant... Par exemple, ils ne sont pas dans la CPI. C'est pour ça qu'il y a un double jeu. C'est un double jeu. Elle essaie de donner une vitrine qui est un pays qui respecte les droits de l'homme, qui est un pays qui écrit et qui force les autres pays à respecter justement les droits de l'homme. Mais derrière le rideau, c'est elle qui fait bouger les ficelles justement pour mener les guerres. Toutes les guerres qui sont menées depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a la responsabilité des États-Unis. Aujourd'hui, il y a des voix qui se sont levées pour dire, envoyer des messages à l'administration américaine justement, qu'elle doit revoir sa stratégie pour maintenir un monde stable justement et la paix dans ce monde-là. L'administration américaine doit revoir sa stratégie et doit revoir aussi sa position et comment elle peut être le garant de la stabilité, elle peut être le garant de la paix dans le monde. Aujourd'hui, pratiquement tous les pays qui sont au Conseil des Nations Unies sont d'accord parce que cette organisation ne mène pas à bout les résolutions. Il y a des résolutions qui sont votées pour les cessez-le-feu, mais il faut les faire respecter sur le terrain. Il y a le veto américain, justement. Oui, il y a le veto américain, mais les États-Unis d'Amérique sont obligés de céder à un moment ou à un autre. Ils sont en face de leurs responsabilités et en face d'eux, il y a la communauté internationale. Cette communauté internationale qui exerce aujourd'hui des pressions sur l'administration américaine. Aujourd'hui, vous avez d'autres pays justement qui sont en train d'œuvrer pour s'opposer à cette Amérique qui à la fois se cache derrière la liberté, derrière pour défendre le droit international, mais justement c'est un message très clair de la part de la communauté internationale, y compris l'Algérie, donc qui n'avait pas hésité depuis le début à demander une réforme sérieuse de l'Organisation des Nations Unies, parce qu'ils savent bien que les Nations Unies est un outil aujourd'hui entre les mains de ces puissances coloniales occidentales, en particulier les États-Unis d'Amérique, qui justifient justement par une campagne médiatique, une fausse campagne médiatique. Aujourd'hui, le monde, l'humanité entière témoigne et regarde ce qui se passe à Gaza, et cela est révoltant et inacceptable par la communauté internationale, y compris les citoyens américains qui se sont levés, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les États-Unis d'Amérique aujourd'hui connaissent un bouleversement sur le plan interne. Je tiens à citer 4 ou 5 États des États-Unis veulent se démarquer de
justement de l'État des États-Unis. Et cela est une preuve, est un message très particulier, justement à l'administration américaine d'une part, mais aussi à la communauté internationale. Très bien, merci. Merci, Monsieur Mehdi Benrouf. Malheureusement, on arrive à la fin du temps imparti de cette émission. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et expert en questions internationales. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Merci également, Mehdi Brouama. Je rappelle que vous êtes politologue. Merci de nous avoir éclairés. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News.